Moi, mon point de vue, c'est qu'un dirigeant, il doit être impliqué dans l'opérationnel. On doit comprendre ce qui se passe vraiment. Une entreprise, c'est quelque chose qui doit voir très loin. Moi, je pense que la souveraineté, c'est la liberté. C'est-à-dire que si on n'est pas souverain, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va décider pour vous. Quand on lâche l'affaire, en fait, quand on ne fait pas attention, ça peut dégénérer très vite. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur visionnaire, ingénieur de formation, passionné par les infrastructures numériques et pionnier de la fibre dédiée en France, Nicolas Aubé, fondateur et CEO de Céleste. Depuis plus de 20 ans, il construit à contre-courant des géants du secteur un opérateur alternatif qui mise sur la souveraineté, la performance et l'innovation responsable. Son obsession, offrir aux entreprises françaises une connectivité très haut débit, un cloud de confiance et des infrastructures respectueuses de l'environnement. Avec lui, on va parler fibre optique, cloud souverain, des data centers écologiques, mais aussi prise de risque, croissance et résilience entrepreneuriale dans un secteur en perpétuelle mutation. Je suis très heureux de le recevoir. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Je commence toujours par le début. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi ? Oui, alors je suis né dans le sud, mais bon, j'ai pas l'accent du sud parce que je suis pas resté longtemps dans le sud, à Orange. Les parents entrepreneurs Non, pas du tout. Mon père est resté toute sa carrière chez Saint-Gobain, une entreprise magnifique dans l'industrie. Ma mère est psychologue et donc j'ai pas du tout d'entrepreneur dans ma famille. Et d'ailleurs, quand j'ai créé ma boîte, ils m'ont regardé un peu bizarrement en disant mais ouais, c'est étrange quand même comme choix. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Surtout que, j'allais dire, je pense que tu étais plutôt bon élève. Tu as un parcours académique que je qualifierais d'exception, donc XMIN. XPON. XPON, pardon. L'école polytechnique, c'est vrai que j'ai eu la chance d'intégrer cette magnifique école et de faire des sciences à très haut niveau, de côtoyer des gens qui sont devenus après des chercheurs très, très pointus dans leur domaine. Et puis, bon, c'est pareil, j'ai fait Polytechnique donc, dans les années 90. Et donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs non plus à cette époque-là. Mais de manière générale en France et dans les grandes écoles en particulier. Aujourd'hui, c'est plus la mode, mais c'est vrai que j'ai dû un peu le faire à contre-courant, c'est vrai. Pourquoi déjà un parcours comme celui-là, enfin déjà une certaine vision en tant qu'étudiant, ou je dirais entre guillemets très bon élève à l'école, et donc un parcours, et puis ensuite tu aurais vu ce que tu voulais faire, tu avais déjà une vision de ce que tu voulais faire ? Je crois que c'est une question de caractère en fait. C'est vrai que j'aime prendre des initiatives, innover, prendre des risques et faire des choses moi-même. J'aime pas trop non plus recevoir des directives, des consignes. Ouais. Je suis très indépendant, donc je pense que c'est une question de caractère. Pourquoi tu choisis ce secteur ? Alors au départ, j'étais pas du tout dans ce chemin-là. J'ai commencé ma vie professionnelle en Argentine, chez Aguas Argentinas, c'est le réseau d'eau de Buenos Aires. Donc j'ai découvert les réseaux. Les réseaux, c'est quelque chose de magnifique parce qu'en fait, là, en l'occurrence, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait de l'eau aux gens. C'est ce qui permet d'être dans un territoire et d'être connecté aux autres, finalement. Et donc, par les réseaux d'eau, j'ai découvert aussi les télécoms j'ai travaillé un petit peu après, c'est dans les années, donc c'était en 2000 chez France Télécom, donc c'était l'opérateur historique en France, et j'ai vu que c'était le tout début d'une révolution digitale avec l'arrivée de l'ADSL, donc la première ligne ADSL en France c'est en 2000, et puis j'ai vu aussi que les entreprises étaient complètement en dehors du coup. Elles n'avaient pas connaissance de ça, de la révolution digitale. À l'époque, il y avait tous les fournisseurs d'accès qui se lançaient. Donc, moi, j'ai une collection de disques, de CD-ROM de fournisseurs d'accès à Internet. Donc, il y avait FreeSurf, LibertySurf, AOL, etc. CompuServe. Donc, j'en ai plein. Et je me suis dit, moi, je vais créer mon fournisseur d'accès Internet.
Et je l'ai créé pour les entreprises parce qu'elles sont complètement délaissées. C'est quelque chose qui t'avait animé quand tu étais jeune, justement, dans tes choix académiques, école, puis derrière la carrière, avoir le choix, être libre. Souvent, les dirigeants et les entrepreneurs expliquent leur choix de cette façon-là, avec une volonté. Je pense que dans les études, c'est plutôt d'être meilleur, c'est plutôt une compétition un peu. Ouais, t'es compétiteur? Oui, en fait, dans les études, c'est vraiment, on a envie de dépasser, de prouver que voilà, on va trouver la solution à ce problème, qu'on va être meilleur que le voisin. C'est un peu un jeu. Hein. C'est un peu pareil dans les affaires. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un peu un jeu. C'est un peu un jeu. Il faut, je pense qu'il faut aimer la compétition, il faut aimer gagner, puis il faut aussi accepter parfois de pas tout gagner. Donc de perdre. C'est avec la maturité. Tu te qualifierais comme quelqu'un d'ambitieux dès ta jeunesse. Enfin, tu avais une ambition forte. En fait, je dirais pas ça. Moi, je dirais que j'ai confiance en moi. Et ça, c'est peut-être grâce à mes parents, j'imagine. C'est que j'ai confiance, je sais que je peux faire des choses. Moi, je ne pense pas être ambitieux comme on peut l'imaginer, même si je le suis finalement dans les faits, mais je pense plutôt que j'ai confiance. Et j'ai confiance que je peux réussir des choses. Peut-être que quelqu'un d'autre à côté ne va pas réussir. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si c'était déjà fait, en fait, en moi. Je sais ce qu'il faut faire et je sais que je vais le faire. Quel problème tu avais identifié qui justifiait que tu lances ton opérateur? J'ai vu des entreprises qui étaient équipées avec des choses vraiment très compliquées, très chères et pas pratiques en fait. Donc j'ai vu, mais vraiment il y a tout à faire dans les entreprises pour qu'elles accèdent à cette nouvelle révolution. C'est le début d'Internet, c'est le début des communications numériques. C'était aussi le début des attaques, puisqu'il y avait des virus à cette époque-là. Et donc, dans mes stages que j'ai fait dans les entreprises, j'ai vu qu'elles se faisaient massacrer déjà par les virus. Donc, je me suis dit, mais bon, c'est pas possible, quoi. C'est n'importe quoi, en fait. Il faut faire quelque chose. Et il y a vraiment un manque dans les entreprises d'avoir quelqu'un qui va les accompagner et qui va leur faire adopter tous ces outils magnifiques de demain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que fait Céleste? Donc Céleste est un opérateur de fibre optique et de cloud. C'est-à-dire qu'on équipe les entreprises avec de la fibre. On a 20 000 clients, donc 20 000 entreprises. On déploie de la fibre. Donc ça, on pourra en reparler parce que tout le monde est très étonné quand on dit ça. Mais on a de la fibre, des câbles dans la rue qu'on déploie jusqu'aux entreprises. Et on les connecte, on leur donne l'accès Internet, du réseau, du téléphone, fixe, mobile, et on héberge leurs données. Comment on fait pour lancer un business comme ça? Alors, moi, j'ai lancé, je suis parti de rien. C'est-à-dire que je suis parti d'un... j'ai fait quand même, avant de lancer l'entreprise, j'ai fait 3 ans dans le conseil en stratégie. Et ça, en tant qu'ingénieur, moi, ça m'a vraiment apporté une formation complémentaire énorme parce que ça m'a fait comprendre le monde des entreprises, que je ne connaissais pas du tout. En fait, comprendre ce que c'est qu'un compte de résultat, chiffre d'affaires, la marge, l'investissement. J'ai vu des boîtes beaucoup de boîtes qui avaient des produits superbes, mais qui ne savaient pas les vendre. Donc moi, je me suis dit, bon, si je crée une boîte, on va commencer par commercialiser, par vendre. Donc on a commencé par vendre des services autour de la DSL. Et donc, c'était vraiment une entreprise, depuis toujours, une entreprise commerciale. Convaincre un client. Quand on arrive à vendre quelque chose, c'est gagné en fait. C'est ça le plus difficile, c'est d'avoir des clients. Donc j'ai commencé vraiment à démarcher des entreprises en embauchant un commercial, puis plusieurs. Tu as commencé par quel type de service du coup? On fournissait des services de sécurité autour de la DSL. On mettait la DSL dans les entreprises. Et donc à l'époque, c'était la DSL de Wanadoo. Et on fournissait des services autour, donc sécurité, antivirus, etc. Et donc on leur permettait d'accéder en fait à cette première étape du numérique. Quelles ont été les étapes après derrière? Tu disais typiquement comment est-ce que de rien on arrive à bâtir des infrastructures? Et après, donc, au fur et à mesure qu'on a des clients, donc, c'est un métier d'abonnement, donc on facture des abonnements. Donc au fur et à mesure, on commence à... Alors, bon, on pourra en parler, mais j'ai quand même, pendant 10 ans, c'était vraiment... la boîte était très petite, très fragile, hein, donc c'était très, très compliqué pendant très longtemps. Mais petit à petit, quand même, au fur et à mesure, c'est avec les clients qu'on s'est développé. C'est pas une start-up, en fait. J'ai pas levé des fonds, j'ai même pas eu accès aux banques. J'ai pas connu, oui,
la capacité à lever des fonds avec un PowerPoint, tout l'accès au financement qu'il peut y avoir aujourd'hui. Non, et même je voulais pas parce que je me suis dit, bon, c'est au client de payer le chiffre d'affaires et c'est le chiffre d'affaires qui va faire de la marge et c'est la marge qui va nous permettre d'investir. Et donc au fur et à mesure, on a investi dans le réseau, donc en partant en commençant par vraiment des plateformes de services, puis après petit à petit, on a commencé à construire un réseau d'opérateurs pièce par pièce, au départ avec des logiciels libres pour économiser, et puis petit à petit en achetant des équipements de plus en plus industriels. Et au fur et à mesure, on a réussi à convaincre les banques, les partenaires bancaires qui ont vu qu'il y avait une activité intéressante, que c'était des revenus récurrents, que c'était rentable. Et donc on a déjà prouvé notre rentabilité, et après on a eu accès aux banques, et donc ils nous ont permis à développer ce réseau. Et un choix très important, ça a été à partir de 2009-2010. On a choisi de déployer notre réseau donc de fibre. Et donc là ça a donné une étape vraiment très différente du développement de Céleste, en déployant des câbles, en investissant dans l'infrastructure numérique pure et dure, donc dans la fibre, pour être indépendant. Les partenaires, c'est les opérateurs, les grands opérateurs. C'était une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est uniquement des concurrents ou des partenaires ? Non, c'est des concurrents. Ouais. C'est des concurrents, bien sûr. On est sur un marché concurrentiel, donc une entreprise peut choisir d'être chez différents opérateurs, et généralement d'ailleurs ils en ont plusieurs, et donc on est concurrent des autres opérateurs. Mais pourquoi créer un opérateur alors qu'il y a déjà France Télécom ? En fait, comme si effectivement on n'avait pas le droit dans les télécoms d'avoir de la concurrence. Et je pense que ça vient du fait que avant, il y a longtemps, c'est un monopole d'État, et même dans l'esprit des gens, les télécoms sont toujours un service public. Or, non, ce n'est pas un service public. C'est même la fibre, ce n'est pas un service public. C'est un marché concurrentiel. Et donc, effectivement, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, c'est impossible de créer une boîte dans un marché tel que les télécoms. Mais en fait, si, c'est concurrentiel. Après, c'est beaucoup d'investissement, c'est vrai. Il y a une barrière à l'entrée qui est importante, encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais c'est possible. Et effectivement, les gens disent, mais pourquoi créer une boîte alors qu'il y a déjà des géants? Mais effectivement, c'est pareil pour tous les secteurs d'activité. S'il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de marché. Donc c'est plus rassurant qu'il y ait déjà des acteurs en place. Et donc on va essayer d'être meilleur, bien sûr, de gagner des parts de marché, de convaincre nos clients, de faire notre métier correctement, voilà, petit à petit. Et c'est ça qui fait la réussite d'une boîte, c'est de trouver son chemin et de convaincre des clients et qui nous fassent confiance. Comment tu as fait pour convaincre au départ ? Je pense que les boîtes ne comprenaient rien en fait, à la tech, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça embête tout le monde en fait, la tech. C'est des trucs qui marchent jamais. C'est des menaces, c'est des virus. Ça coûte cher ? Non, même pas. C'est même pas trop le problème. C'est que les gens en fait, se sentent dépassés, par ce qui arrive. C'est comme l'IA aujourd'hui. L'IA, ça fait peur à tout le monde parce que les gens se sentent dépassés par ce qui arrive. Et donc, d'avoir un discours rassurant, pas technologique, en disant concrètement, pour votre activité, voilà ce qu'on va vous apporter. Par exemple, la DSL, maintenant la fibre optique, le cloud, ça sert à quoi ? C'est vrai que le cloud, les gens trouvent ça amusant, mais en fait, aujourd'hui, le sujet, c'est pas tellement ça. Le sujet, c'est de se dire, une entreprise qui garde ses données chez elle, c'est dangereux, elle va se faire attaquer. Donc, il faut maintenant confier à des professionnels du numérique son infrastructure numérique. Donc, c'est ça qu'on va expliquer aux entreprises. Donc, c'est un discours commercial, un discours de proximité, basé sur les usages et pas sur la technologie, qui fait qu'on arrive à convaincre une boîte. Tu as connu une forte croissance là assez récemment, tu as fait des opérations de croissance externe, mais tu disais que quand même les premières années avaient été difficiles. À quel moment est-ce que vraiment, entre guillemets, ça a décollé ? Enfin, qu'est-ce qui a fait que... En fait, il y a séparé, les gens pensent toujours qu'il y a vraiment un moment où ça va décoller, mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est plutôt une pente. Voilà, c'est une pente constante, une croissance, donc il y a des hauts et des bas, mais c'est une croissance lente, mais solide en fait. Donc c'est vrai que les étapes de la création, donc au départ c'est un peu la découverte, l'aventure. On doit trouver un petit peu ce qui marche, trouver son positionnement,
quand j'ai créé la boîte, je voulais vraiment être sur les petites structures, les professions libérales, etc. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché. Ce qui a marché, c'est d'équiper plutôt les entreprises plus grandes. Donc ça, c'était vraiment une surprise pour moi. Et donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui on a des clients qui sont des PME ou des grosses entreprises, mais voilà, c'est vraiment notre segment de prédilection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé en fait, avec le temps. Avec le temps. Donc les phases après, donc pendant 10 ans, on dit que c'est la vallée de la mort. Ben oui, c'est même pas une vallée, c'est un rift, quoi, je sais pas. Donc pendant 10 ans, on n'a pas accès au financement, donc il faut vraiment que ce soit à chaque client qu'on va trouver qui nous finance. Et puis, mais quand même, le chiffre d'affaires monte, et puis voilà, on a connu une croissance continue. Il n'y a pas vraiment de moment où ça a décollé. Je dirais ce qui a été vraiment un tournant dans l'entreprise, c'est d'investir. Je pense qu'il faut investir dans son domaine. Nous, on a investi dans la fibre, dans les data centers, quand on a pu le faire, et ça a tout changé parce que ça nous a rendu très solides, indépendants. Je pense que de manière générale, les boîtes n'investissent pas assez, dans la tech en particulier, mais en général, c'est le cas. Et donc, pourquoi tu penses que les boîtes n'investissent pas assez dans la tech ? Je pense que les entreprises françaises, mais de manière générale, ont une vision trop court terme. Ils ont une vision optimiser les coûts, etc. Bon, ce qui est important, mais le futur, c'est l'investissement, en fait. Et même le développement durable, on parle beaucoup de développement durable. Pour moi, avant tout, le développement durable, c'est l'investissement. Si une boîte n'investit pas, c'est pas durable. Donc, on peut être 3 ans, 4 ans sur le marché, 10 ans, mais si on veut être 50 ans sur le marché, en fait, le réseau de fibres, il va durer au moins 50 ans. Donc là, ce qu'on a fait, l'investissement qu'on a fait, c'est un investissement de 50 ans. Et donc, je me moquais aussi de mes grands-parents. Mes grands-parents, ils avaient acheté une forêt et ils investissaient planter des arbres. Et ça met 80 ans à pousser un arbre. Donc c'est un investissement à long terme. Donc la fibre, c'est pareil, c'est un investissement de long terme. Et je pense que les entreprises voient trop court, en fait. On a besoin de faire de la R&D, on a besoin de comprendre les métiers de demain. Les métiers de demain, c'est l'ordinateur quantique qui va déchiffrer tout ce qu'on chiffre là. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? C'est les data centers demain, probablement ça n'existera plus parce que les données, garder des données dans des machines qu'on garde allumées, quelque part, c'est absurde. C'est absurde. Un jour, on aura des moyens de garder des données sans avoir des équipements qui consomment de l'énergie. Donc probablement les data centers dans 50 ans, dans 100 ans, ça n'existera plus. En fait, c'est une révolution numérique. C'est vrai que tout a changé en 20 ans. Même en 50 ans, tout a complètement changé. Quand on est né, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de... faut se rappeler, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, etc. Bon, est-ce qu'on était plus heureux ou moins heureux, je ne sais pas. Mais en tout cas... Mais ça va vite. En tout cas, ça change beaucoup. Et donc... Ça va encore changer. Donc on en est qu'au début. On voit très bien que la révolution de la communication de manière générale, c'est pas seulement technologique, c'est une révolution humaine. C'est une révolution de la façon de travailler, la façon de se comporter. Et donc ça change même les gens finalement. Donc c'est ça qui angoisse tout le monde. On ne sait pas trop quel sera le futur. Et donc, les gens ont besoin, et notamment les entreprises, ont besoin d'être accompagnés, d'être guidés, d'avoir des gens qui vont leur dire rationnellement quelles sont les décisions utiles pour leur entreprise. C'est un âge d'or, mais c'est en même temps c'est une mutation technologique. Il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Il faut qu'au final, l'humanité ait gagné quelque chose avec cette révolution numérique. Donc c'est très important de voir très loin et d'essayer de comprendre les conséquences de cette révolution numérique. Si on pense court terme, ça va pas marcher, en fait. Qu'est-ce que tu dis à éventuellement tes clients ou dans ton écosystème ? Comment est-ce qu'on se projette long terme alors que potentiellement les ruptures technologiques arrivent à une fréquence qui est beaucoup plus élevée ? Moi, je pense qu'effectivement, les gens se plaignent tout le temps. Bon, il faut aussi se prendre en main. Les entreprises françaises doivent se prendre en main. On se plaint des Américains.
parce qu'ils sont meilleurs, on n'a qu'à être meilleurs qu'eux, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est à nous de travailler, c'est à nous d'inventer les choses de demain. En fait, si on parle des entreprises françaises de manière générale, la France, on a créé des choses extraordinaires. On a créé des villes, on a créé la ville de Paris, on a créé des infrastructures, on a créé des industries mondiales. On a créé des choses extraordinaires que le monde entier utilise aujourd'hui. Donc on doit être fier de notre pays, se dire, voilà, on a une histoire puissante, on a un futur, mais il faut y aller quand même, il faut travailler, il faut voir, comme on disait tout à l'heure, il faut voir à long terme. Une entreprise, c'est quelque chose qui doit voir très loin, au-delà même des dirigeants, au-delà des investisseurs, des actionnaires, en fait. Pourquoi on investit dans une entreprise? Parce que quelque part, finalement, c'est quasiment ça ce qui est le plus durable, en fait, on espère. Et donc, je pense que l'actualité, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire son activité, faire son métier correctement et voir sur le très long terme. Bon, c'est vrai que les boîtes, elles meurent du court terme. Donc, il faut aussi gérer en fait correctement au jour le jour la boîte. Mais avant toute chose, le rôle des dirigeants et des actionnaires, mais les actionnaires, je pense qu'il faut vraiment que les dirigeants les poussent, c'est de voir loin. À quel horizon tu vois, à quel horizon tu investis? Moi, je pense qu'il faut investir à 20 ans, 50 ans, en fait, dans une boîte. Sur le très long terme. Oui, ouais. Encore, c'est même pas si long terme que ça, mais je pense que c'est important d'essayer de construire des choses qui vont durer. C'est aussi ça, quand on dit il faut respecter l'environnement, il faut respecter... oui, c'est sûr, si on veut avoir des ressources prochain siècle, oui, il ne faut pas tout consommer aujourd'hui. Casser, ouais, c'est ça. Tu as beaucoup parlé sur les sujets de souveraineté également. Quel est ton point de vue là-dessus? Moi, je pense que la souveraineté, c'est la liberté. C'est-à-dire que si on n'est pas souverain, ça veut dire que quelqu'un va décider pour vous. Va vous faire du chantage et va décider pour vous. Et ça, je pense que c'est le pire du pire. Souvent, les entreprises ou les gens, de manière générale, s'en remettent aux autorités. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pour un acteur privé ou un acteur économique de se dire je dois dépendre que de moi. Je ne dois pas dépendre ni de mon gouvernement, surtout pas des autres gouvernements, en fait. Donc, c'est ça la souveraineté. La souveraineté, en fait, je dirais, c'est d'être souverain soi-même, en fait. D'être aux commandes, de pouvoir, en fait, décider, investir, et d'être libre d'investir ou de ne pas investir, et après d'être libre de se développer dans le respect des règles communes. Donc c'est ça la souveraineté, ça veut dire on ne va pas être pris en otage tout le temps. Et donc là, il y a un petit problème quand même, parce que y a des monopoles qui sont constitués, ou des entreprises qui sont très performantes, qui ont des très beaux produits, et qui viennent un peu des monopoles. Et donc non seulement il peut y avoir un peu de chantage de la part de ces monopoles, comme tous les monopoles, en fait. C'était le cas avant en France, dans les télécoms, on avait un monopole. Donc ils ont fait des choses extraordinaires. Ça a déployé, le monopole des télécoms français a déployé le réseau de téléphone. Mais aujourd'hui, en fait, les gens aspirent à autre chose qu'un monopole, et ils aspirent à avoir le choix, en fait. Voilà. Donc, mais maintenant, on a aussi le monopole des grandes entreprises de la tech, c'est sûr, sur plein de pans de l'activité. Et donc ça, c'est une chose qui va nuire à l'intérêt des boîtes. Et autre chose qui commence à arriver, c'est l'intervention d'État, de gouvernement, étrangers, dans les données des entreprises, en fait, sur les données des entreprises. Et moi, je pense que c'est très important, c'est un combat très important de se dire, les données, nos données, les données d'une entreprise, c'est le secret d'une boîte, c'est le fonds de commerce. On
ça peut pas être pillé et ça peut pas être bloqué par des tiers. Donc c'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est d'être libre, d'être autonome, de garder ses données. Donc après, quand on a dit ça, en fait, je pense que tout n'est pas blanc ou noir. C'est que les entreprises doivent faire attention parce que on se dirige vers un monde où finalement, on n'est pas sûr de qui accède à nos données et on n'est pas sûr de qui va les bloquer demain, dans 5 ans, dans 10 ans. On n'est pas sûr qu'on aura toujours accès à notre outil de production. En tout cas, on voit que le monde pourrait basculer vers un monde où il y a du chantage partout et qu'on est finalement dépendant de tiers. Et ça, je ne veux pas en fait. Il faut vraiment tous collectivement qu'on lutte contre ça. Il faut qu'on reste libre. On a la chance d'être dans un pays démocratique, libre, où chacun peut investir. C'est un peu fragile quand même, hein. Même dans les télécoms, on le voit, c'est fragile, hein, puisque c'est que depuis quelques années en fait, que finalement le marché est ouvert. Hein. Avant, on ne pouvait pas. Et même, on a dit tout à l'heure, dans l'imaginaire collectif, parfois les gens ils pensent toujours que c'est fermé. Mais donc, moi je pense qu'une valeur fondamentale, en tout cas pour moi, c'est la liberté. Et la liberté de faire des choses sans que quelqu'un nous fasse du chantage et sans que quelqu'un nous pille nos données. Donc aujourd'hui, en fait, il y a une tendance à une perte de souveraineté. Ça veut dire qu'on confie nos données, même en tant que particulier, on confie nos données à des entreprises qui vont les utiliser sans qu'on le sache, en fait. Et je pense qu'il faut faire attention. Donc aujourd'hui, en fait, concrètement pour Céleste, on voit vraiment une demande très forte de nos clients de revenir à quelque chose de plus libre, plus souverain, data center en France. Voilà, alors c'est soit data center en France, c'est des infrastructures avec des où on sait comment c'est construit, où est la donnée, qui va y avoir accès. En fait, il y a une très forte demande depuis 6 mois, depuis le début de 2025, dans ce genre de produits, de services, ce cahier des charges. Et on sent que quand même il y a une inquiétude globale des entreprises. Il y a ça. Sur le développement de l'IA générative, et notamment sur ces sujets de souveraineté, quelle est la vision que tu portes aussi là-dessus? On va parler des sujets des données. Maintenant, si on parle de l'IA. L'IA générative, c'est un outil, c'est un très bel outil. C'est vrai que c'est le début. Hein. On sent qu'on a un potentiel, très, très important. C'est un outil de productivité. Donc quand on dit productivité, c'est bien. Et en même temps, pour les salariés qui perdent leur emploi, c'est pas bien. Donc ça pose des questions humaines qui sont très importantes. C'est à double tranchant. Si on regarde l'histoire, on voit que la question qu'on va se dire, c'est est-ce que l'IA générative va nous remplacer? Est-ce que les machines vont dominer le monde demain? C'est ça la grande question. Moi, je pense que chaque révolution technologique apporte des solutions et change la profession de certaines personnes et même de beaucoup de monde, mais que la créativité humaine, l'invention, l'organisation gagne au final. C'est-à-dire que ce n'est pas les machines qui vont gagner, j'espère, c'est l'homme qui va gagner et qu'on va dompter ce nouvel outil. Je pense que ça ne sert à rien de se dire on va tout arrêter, etc. Non, il faut utiliser cet outil, il faut en profiter. Bien sûr, il faut qu'il y ait des champions français. Il y en a, et il y en aura dans ce domaine. On est très fort en maths en France, donc l'IA, c'est quand même beaucoup des maths. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet sur la place de la France dans l'IA. Je pense que on aura une place tout à fait aux avant-postes. Mais il faut qu'au final, ça serve à
ça serve dans le développement des entreprises, et qu'elles ne soient pas perdantes de cette aventure. Certains, j'entends des gens, notamment dans mon secteur, dans le consulting, dire mais finalement tous les sujets de transformation digitale des entreprises, c'est déployé, c'est dans la tête de tous les dirigeants, et effectivement il y a l'IA qui va apporter une nouvelle transformation et donc de nouveaux services, mais globalement la transformation digitale des entreprises est faite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi je pense qu'on en est au niveau zéro. Je pense qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de choses complètement inutiles dans les entreprises, enfin même chez Céleste. Donc on a, si on prend par exemple la compta, donc bon, on est encore en train de, je sais pas, on émet plein de factures, on reçoit plein de factures, on est encore en train de comptabiliser à la main tous les trucs, d'imprimer les documents, de comptabiliser, nanana. C'est comme le milieu bancaire, je suis désolé, mais on envoie un virement bancaire à un RIB. En fait, on ne sait pas à qui on envoie. On envoie une bouteille à la mer, si on s'est gouré dans les chiffres du RIB, ça part à Tombouctou, enfin on n'en sait rien. Donc alors que dans les cryptos, par exemple, on sait très bien qui envoie, qui reçoit l'argent. Donc je pense que aujourd'hui, on en est à l'étape zéro dans les services financiers, dans les services bancaires, mais pas que, aussi dans les services clients, les call centers. Mais qu'est-ce qu'on va encore appeler les gens alors qu'on pourrait tout faire en ligne en fait. Donc c'est le cas dans plein de domaines. Plein de domaines. Ouais. On est vraiment au tout début, mais c'est pas une question de la France ou pas la France. C'est pareil partout. Je veux dire, faut pas croire que dans les autres pays c'est mieux. Donc je pense que il y a des outils aujourd'hui, ils sont rudimentaires. Désolé, tout ça c'est rudimentaire. Les logiciels, compta, enfin même l'IA, je pense que nos enfants ils vont rigoler dans 20 ans, dans 30 ans quand ils verront ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est très rudimentaire et c'est pour ça aussi que c'est vulnérable. Les entreprises se font massacrer par des cyberattaques parce qu'elles ne sont pas protégées, elles font n'importe quoi. On a encore des entreprises ou des administrations qui ont leurs serveurs chez eux avec des trucs complètement préhistoriques. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des cyberattaques. C'est pas parce qu'il y a des méchants de pays étrangers qui veulent nous attaquer, c'est juste qu'on a ouvert les fenêtres et les portes de notre maison, donc on a des gens qui rentrent. Il faut fermer les portes et les fenêtres. Tu as dit que tu avais eu quand même 10 ans qui ont été complexes, l'accès au financement. Il y a eu des moments où tu t'es dit j'arrête, ras-le-bol, alors, c'est trop long, non, c'est trop compliqué. Il y a eu des moments où j'ai failli, au début en fait, il y a eu des moments où j'ai failli devoir arrêter, mais c'est pas parce que je voulais, c'est parce que c'est la trésorerie en fait qui décide au bout d'un moment. Donc c'est la trésorerie qui arrête les entreprises. Donc il y a des moments où c'est tendu et c'est justement quand c'est tendu que la boîte est bien gérée. Donc finalement c'est bon, mais c'est vrai qu'on aurait pu plusieurs fois mettre la clé sous la porte, et c'est pas parce qu'on était mauvais en fait, c'est parce que une entreprise au départ c'est fragile, on est sur le fil du rasoir, donc il faut trouver quand même les bons partenaires, il ne faut pas être tout seul. Il faut trouver des partenaires qui nous apportent des clients, des partenaires bancaires. C'est vrai que on se plaint souvent en France, mais nous, la banque d'État qui s'appelait Oseo, maintenant qui s'appelle BPI France, en fait, heureusement qu'ils sont là, parce qu'au départ, on n'est pas aidé par les banques. Donc, il n'y a que la banque souveraine qui aide les entreprises. Et c'est le cas dans plein de pays. Donc, finalement, on est quand même soutenu par le pays. Donc, c'est vrai qu'on est très fragile et il faut qu'on s'appuie sur des gens avec qui on va pouvoir faire du travail ensemble, des financiers, des gens qui nous apportent des clients, etc., des partenariats. Le dirigeant souvent est un peu seul, donc faut vraiment aller vers les autres, forcer à aller vers les autres pour nouer des partenariats, c'est très important. Comment tu gères la solitude du dirigeant ? Alors, je dirais que je pense qu'il ne faut pas confondre la solitude et la prise de responsabilité. C'est vrai que le dirigeant, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Quand on dit prendre ses responsabilités, ça veut dire qu'il ne faut pas faire semblant de ne pas être dirigeant. Et parfois dans les startups, on voit que c'est le cas. Il faut assumer ce rôle
et prendre des décisions au final, entre guillemets, seul, même si c'est pas le cas, on est accompagné, mais ça doit être quand même une décision. C'est pour une boîte, ne pas prendre de décision, c'est ce qu'il y a de pire. Donc il faut qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'il y ait une façon de prendre des décisions, il faut qu'elles soient prises. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on peut dire la solitude du dirigeant. Mais il faut surtout se forcer à aller vers les autres, à rencontrer des clients, à rencontrer des gens qui font autre chose. Parce que ça d'un coup, parfois, au détour d'une conversation, on voit un peu quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et ça peut tout changer dans la boîte, en fait. C'est des rencontres ou des intuitions, des échanges qui font qu'on peut tout changer dans la boîte. Tu vois, tu parlais de la fragilité, fragilité des entreprises au début. C'est clair qu'il ne faut pas se relâcher. Hein. C'est sûr que quand on lâche quand on lâche l'affaire, en fait, quand on ne fait pas attention, oui, ça peut dégénérer très vite. Donc, il ne faut pas se relâcher. On doit... Est-ce que c'est du stress? Je ne sais pas. En tout cas, il faut faire attention. Et moi, mon point de vue, c'est qu'un dirigeant, il doit être impliqué dans l'opérationnel. On ne peut pas regarder ça de très loin. On doit comprendre ce qui se passe vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est important pour moi. J'ai des gens sur qui je m'appuie. On a un comité de direction qui font un travail extraordinaire. Ils sont tous champions dans leur domaine. C'est peut-être les meilleurs du monde dans leur domaine, je ne sais pas. Mais pour autant, moi, je veux comprendre ce qui se passe. C'est très important. Et il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut toujours être inquiet, ou en tout cas, quelque part, il faut avoir un petit soupçon de parano, ou de se dire mais voilà, est-ce que ça peut arriver? Non, faut tout prévoir, c'est vrai. On peut pas être tranquille en se disant on peut jamais dormir trop tranquille, quoi, en fait, tu vois, moi je dors bien, j'ai la chance de bien dormir, mais il faut être vigilant, quoi. Faut être vigilant, c'est comme j'imagine dans un gouvernement, oui, il peut toujours arriver des catastrophes, donc faut être vigilant, et c'est peut-être ça le stress. Donc, je pense que c'est un stress qui est utile, parce que si aucun salarié, aucun client va avoir un patron d'entreprise endormi, quoi. Tu t'es fixé une ambition finale ou une limite dans l'aventure Céleste pour toi? Je pense que c'est la même entreprise, mais c'est pas la même aventure. Il y a des différentes aventures. Il y a l'aventure de la création, l'aventure de prouver que ça marche, l'aventure de lever des fonds après, de l'aventure de recruter. Voilà. Maintenant, on a eu une aventure pendant 5 ans. On a fait de la croissance externe. On a acheté 10 entreprises. Ça, c'était une nouvelle aventure. Et je pense que pour Céleste, on a maintenant une nouvelle aventure qui nous attend, qui est de devenir les leaders du marché B2B. Et donc on doit faire une grande marche d'escalier. On fait 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est passé de 0 à 140 en 20 ans, mais en 5 ans, de 28 millions à 140 millions. Donc c'était une forte croissance. Et là, il faut qu'on franchisse un pas de géant pour devenir les leaders. Pourquoi les leaders? C'est pas pour une question d'ego. Je pense que c'est parce que on a besoin d'être solide, en fait, d'investir de plus en plus sur ce marché pour être capable d'accompagner correctement les clients, d'être reconnu comme l'opérateur de référence des entreprises. Il y a une prime au leader dans ton marché? Oui, il y a une prime aux leaders et il y a une prime aux innovateurs. Et il y a une prime à ceux qui ont une infrastructure robuste. Donc on fait face à des géants, on peut pas avoir une infrastructure qui tombe en... Même les leaders ont des pannes, on voit, ça arrive. Donc il faut qu'on ait une infrastructure très robuste. C'est très important. Et donc être leader, ou en tout cas être un des leaders de son secteur, c'est capital pour toujours pareil, le développement durable de l'entreprise.
il faut qu'on soit toujours là dans 50 ans. Je sais que tu es aussi beaucoup investi dans l'univers de la tech, de l'entrepreneuriat. Enfin, quel est le sentiment que tu as de ces sujets de durabilité, de pérennité, de croissance, d'investissement? J'ai l'impression que c'est un critère de choix encore inconscient des clients, le développement durable. En fait, je pense que la plupart trouvent que c'est un peu fumeux quand même. Je pense à tort parce que il y a des organismes de notation, RSE, etc. Mais ce qui est quand même très important, c'est la gouvernance de la boîte. C'est effectivement, est-ce qu'elle investit et puis est-ce qu'ils font n'importe quoi avec l'environnement, avec les collaborateurs, collaboratrices. Donc je pense que c'est un critère de choix inconscient aujourd'hui des clients. C'est-à-dire qu'ils font confiance à un fournisseur et parfois ils n'arrivent pas trop à on va dire rationaliser tout ça, mais je pense que dans cette confiance, il y a quand même une énorme partie liée à qui on a en face de soi, et on ne va pas signer avec des fous furieux qui font que du court terme et qui font n'importe quoi en fait. Ça, je pense que c'est un critère, finalement c'est un critère de choix que les gens ont sans le savoir. Comment est-ce que tu continues à te former? Comment est-ce que tu continues à t'inspirer? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que ça me manque en fait. Ça me manque. C'est vrai que j'ai créé la boîte il y a plus de 20 ans et finalement j'ai eu assez peu de formation, c'est vrai. Et je pense que je prends pas assez le temps de le faire. Donc c'est quelque chose sur lequel je dois faire attention, auquel je dois faire attention. Et oui, il faut pas négliger la formation du dirigeant. Tu as eu besoin de prouver à certains moments dans ta carrière? Tout le temps, c'est sûr. Ouais. Tout le temps. Quand on crée, on n'est pas crédible. Tout le monde m'a dit ça ne marchera pas, à commencer par mon entourage. C'est sûr. C'est sûr. Et il faut prouver par l'action, par la réussite. C'est vrai, j'ai créé une boîte à partir de rien. Maintenant, c'est quand même une grosse boîte et qui va devenir encore plus grosse. Donc c'est la preuve. Et ça aurait pu aussi disparaître. Et je ne dis pas que quand on rate, c'est qu'on est nul, en fait. C'est pas parce qu'on crée une boîte que ça disparaît qu'on est à moins que rien, en fait. On a du mal en France avec l'échec. Ouais. Ça existe aussi, ça existe aussi. Donc parfois ça se joue à un fil, ça se joue à rien du tout. Donc un client qu'on signe pas, un contrat ça peut planter une boîte en fait. Donc voilà, mais je pense que la meilleure preuve c'est le travail et l'action. Le travail paye quand même toujours à la fin et l'engagement. Merci beaucoup Nicolas, je te souhaite le meilleur pour toi et pour ton entreprise. Merci Arnaud. Et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Nicolas. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.